Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semences avec la France agricole. Aujourd'hui, nous allons parler d'emploi en agriculture et plus précisément des employeurs agricoles. Alors nous en avons un sur le plateau. Maxime Gervasoni, vous êtes exploitant dans le Gard. Bonjour Maxime. Bonjour Rosanne. Et nous allons également parler d'accompagnement en matière de recrutement et de management, parce que à quel moment est-il préférable d'embaucher? Quel salaire pour le nouveau salarié? On va en parler avec vous, Christophe Tichadou. Vous êtes expert comptable, président du cabinet Alliance Mosaïque au sein d'Agir Agri. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors parce que être employeur, c'est devenu un job à part entière, que rédiger des contrats, recruter, organiser le temps de travail et les congés, ça ne s'improvise pas. Alors on va en parler avec vous, Maxime Gervasoni. Vous avez 27 ans, vous êtes exploitant sur la commune de Conneau, entre Avignon et Nîmes dans le Gard. Et en 2013, vous intégrez la ferme familiale en devenant salarié de votre père Olivier. 3 ans plus tard, vous vous associez à lui. C'est une affaire de famille chez vous, parce qu'il y a aussi votre frère Sylvain qui va intégrer l'exploitation à peu près dans le même temps. Il y a aussi la maman et la grand-mère. Et tous ensemble, vous produisez des abricots, des asperges et vous cultivez également des vignes. Enfin, et ça fait partie des raisons pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui, en 3 ans, vous avez triplé votre effectif et vous avez également triplé votre chiffre d'affaires. Quel est votre secret, Maxime ? Voilà. Donc en 3 ans, on a triplé le chiffre. En fait, il y a 5 ans, tout a commencé quand je suis rentré sur l'exploitation avec mon père. Et j'ai décidé de mettre le commerce en avant. Je voulais voir ce qui se passait au-delà du mur, en fait. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis parti. Je savais qu'il y avait un salon du fruit et légumes à Berlin et à Madrid, où tout le fruit et légumes se réunissait, commercialement. Et je suis parti, j'ai créé un logo, une plaquette avec une amie. On est parti de petit et je suis monté là-haut et j'ai commencé à démarcher et me faire connaître nos produits. Alors, c'était quoi l'objectif pour vous, en fait, à l'origine? Comment faisait votre père avant et comment vous avez souhaité faire? Avant, mon père vendait sur le marché de Gros à Château-Renard. Je me souviens, j'étais petit, j'avais 10 ans et j'allais avec lui en camion à 3h du matin pour vendre. Et depuis tout petit, en fait, j'ai aimé la vente aussi, la commercialisation. Et vous le voyiez négocier, c'était quelque chose, vous, qui vous faisait suer, vous aviez envie finalement d'enlever un intermédiaire, c'est ça? Voilà, je voulais sauter le pas, devenir expéditeur de mes propres produits, en fait. Porter mon produit jusqu'au consommateur, voilà. Donc en réalisant à la fois le conditionnement et la commercialisation, c'est ça? Voilà. Alors ça passe par la commercialisation, le conditionnement, le management, comme on va en parler. Et c'est toute une chaîne qui était inconnue pour nous. Et ça a été un gros travail. On ne s'imagine pas quand on est de l'autre côté de la barrière, mais... Alors si, parce que moi je trouve même au contraire que vous le dites assez simplement, mais vous êtes pas contenté de ça, vous avez carrément, vous dites, ubériser la profession. C'est-à-dire que vous êtes allé chercher où d'autres agriculteurs sont venus vous voir. Racontez-nous. Voilà, ouais. J'ai essayé d'ubériser la profession parce que, en fait, on propose une prestation de service. Le producteur nous porte ses abricots, par exemple, on les calibre, on les conditionne. S'il veut, il le reprend pour revendre en direct dans leur ferme. Mais après, je propose un service de commercialisation. Et je rémunère bien le producteur, comme il se doit. Je prends juste les frais qu'il faut. C'est pas une coopérative, mais presque, on va dire, J'ai ubérisé un petit peu, voilà. Et vous négociez directement avec les centrales d'achat. Et c'est quelque chose qu'elles apprécient, vous m'aviez indiqué. Oui. Les centrales d'achat, depuis quelques années, on a la chance que les centrales d'achat veulent travailler avec les producteurs en direct. Veulent avoir la chaîne, veulent être informés du suivi de l'évolution, de la récolte, ce qui se passe dans les champs, Ça, ils sont très demandeurs. Donc les agriculteurs voisins y ont trouvé un vrai intérêt. Eh bien oui, parce que j'ai servi à apporter une proximité, en fait. Tout est proche d'eux et voilà, je propose un service à côté de chez eux. Donc aujourd'hui, vous commercialisez combien de tonnes d'asperges et d'abricots? Alors aujourd'hui, on commercialise 300 tonnes d'asperges et 2000 tonnes d'abricots. Et chaque année, on va en évoluant, On plante beaucoup chez nous. On a une vue du commerce et donc on peut se projeter, voilà.
Alors, on va continuer à en parler avec vous, Christophe Tichadou. Donc, votre cabinet d'expertise comptable Alliance Mosaïque suit depuis 2005 la famille Gervasoni. Votre rôle, c'est de les accompagner. Ça vous a pas fait peur un peu quand il a lancé ça en 2005, cette mini-révolution sur la ferme? Alors peur, non, absolument pas. J'avais envie de dire au contraire. On s'est dit enfin, on a des générations qui osent effectivement s'affranchir de ces niveaux d'intermédiaires. Non pas qu'ils étaient néfastes, mais à un moment donné, il y avait aussi une prise de conscience de cette valeur ajoutée qui aujourd'hui n'existait pas dans les exploitations. Et on avait des structures qui jusqu'à présent étaient cantonnées à la production. Donc le fait d'avoir des personnes comme Maxime qui effectivement décide de sauter le pas et de se lancer sur la partie commercialisation, on a un gain mais qui est valable pour tout le monde au final, y compris pour le consommateur. Donc on a des produits aussi qui gagnent au niveau de leur temps de fonctionnement, on a des produits qui sont livrés directement, on a il y a toute cette chaîne-là. Et je veux dire, enfin, on a les générations qui commencent à se dire finalement on peut le faire. Voilà. Alors c'est peut-être du côté du papa que c'était plus difficile? Oui, mon père mettait les freins. Bon, quand on est jeune, on va très vite et la maturité nous freine un petit peu, on va dire. Oui, puisque vous n'avez que 27 ans. Hein. Donc il a fallu beaucoup recruter puisque l'effectif a triplé sur la ferme en 3 ans pour passer à une centaine de salariés, dont 10 permanents. C'est un coût qui peut faire peur. On vous a posé la question de ce coût, Christophe, lors de notre visite dans le Gard sur la ferme des Gervasoni. On part tout de suite à Conneau pour vous y retrouver. C'est un reportage de la France agricole. Il ne faut pas avoir peur d'embaucher. Il ne faut pas avoir peur du coût que ça représente. On a encore trop de personnes qui réfléchissent en coût et qui ne réfléchissent pas en opportunité. Si vous recrutez quelqu'un, c'est parce que vous avez du travail à lui faire faire et que vous avez effectivement derrière un objectif et un potentiel. Voilà. Donc, nous, on incite les chefs d'entreprise à travailler sur ces potentiels, à valider leur mécanique plutôt de chiffre d'affaires et de marge, et ensuite derrière de calibrer les mécaniques de coût. Mais on ne considère pas une personne, un futur salarié, comme étant une ligne de coût. Ça ne marche pas. On ne peut pas faire dans ce sens-là. Alors Christophe Tichadou, on reste avec vous. Quand on développe une telle activité sur une exploitation, puisque je rappelle que Maxime, la famille Gervasoni a triplé son effectif, à quel moment faut-il recruter? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir développé son activité ou il faut lancer tout en même temps? Comment ça se passe? Alors c'est toujours sur le fil, on va dire, ce genre d'opération, parce que là, ce qui s'est passé au cas particulier de la famille donc de Maxime, c'est qu'ils ont eu une envie presque subite. Donc il a fallu effectivement suivre, s'organiser pour tout ça. Mais dans le cadre et le schéma idéal, on parle de stratégie, c'est-à-dire qu'en fait on se fixe des objectifs, on définit effectivement les structures de coûts qu'il va y avoir derrière, et dans cette mécanique-là, on définit son nombre de salariés et on part effectivement à la recherche de cette mécanique-là après avoir fait des budgets prévisionnels et après avoir simulé en fait toute cette opération. Et ça prend combien de temps? Il faut prévoir ça. Vous avez dû anticiper ça combien de temps à l'avance en fait? On parle de mois simplement. On n'est pas non plus sur des mécaniques ni annuelles ni bisannuelles. On est vraiment sur des schémas qui peuvent d'un mois sur l'autre être anticipés. Aujourd'hui, les cabinets d'expertise comptable, membres du groupement, ont les outils pour pouvoir faire ça. Oui. Alors Maxime, on revient vers vous. Aujourd'hui, vous avez donc une centaine de salariés, dont 10 permanents. Comment se passe le recrutement pour les permanents? Mais avant que vous répondiez, on va regarder un dessin de Gab de la France agricole qui illustre, je crois, assez bien la situation actuelle en agriculture. Recruter, oui, c'est souvent la galère. Ça n'a pas forcément été le cas pour vous, Maxime. Comment ça se passe pour le recrutement, en particulier des permanents, par exemple? Comment vous procédez? Alors on a eu besoin beaucoup de main d'œuvre d'un coup, très rapidement, et on a fait appel à un cabinet de recrutement pour tout ce qui est permanent, secrétariat, comptabilité, assistant commercial. Et donc ils ont réussi à nous trouver du bon personnel qualifié de suite. Parce que nous, pour tout ce qui est saisonnier en saison sur la station de conditionnement, on a fait appel, donc j'ai fait des pubs sur Facebook, Pôle emploi, je travaille beaucoup avec ma conseillère aussi, j'y passe un bonjour, elle se fait du souci avec moi beaucoup, et voilà. Oui, c'est-à-dire que vous ne procédez pas de la même façon, hein. Pour les postes stratégiques, cabinet de recrutement, et pour les saisonniers, vous aviez indiqué que vous organisiez un grand rendez-vous aussi sur la ferme à un moment.
Oui, avec ma conseillère Pôle emploi, l'année dernière, on a organisé un grand rendez-vous. On a fait venir une centaine de personnes en début de saison, où là j'ai passé des films, j'ai expliqué le travail en station, dans les champs. Et donc, ceux qui étaient intéressés restaient, du coup, donnaient nos CV, on faisait un très bref entretien et on débriefait après, quoi, voilà. D'accord. Alors, vous passez en direct, mais vous faites appel aussi à un prestataire, hein? Voilà, on fait aussi appel à un prestataire de service, beaucoup plus sur la partie récolte. Et la partie prestataire nous va bien parce qu'il y a moins de charges de travail à faire au niveau des fiches de paye, tout ça. C'est moitié-moitié à peu près sur vos saisonniers? Oui, on va dire ça à peu près, oui. Ouais, alors justement, on a besoin de votre éclairage là-dessus. C'est beaucoup plus cher, on le sait, de passer par un prestataire. Alors quel est l'intérêt pour un agriculteur? Alors, c'est une réponse que l'on a donnée également au gouvernement, hein, donc qui nous avait diligenté une enquête sur ce sujet. Il souhaitait savoir à l'époque quel était l'impact du CICE, hein, donc le crédit d'impôt compétitivité emploi, sur la mécanique de démarche d'emploi agricole. Ce qui ressortait de cette étude, c'était que effectivement passer en direct par des salariés coûtait nettement moins cher, mais que pour autant, les exploitations, et notamment les exploitations du sud de la France, avaient tendance à utiliser des prestataires de services. Pourquoi ? Pour la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas à faire le recrutement, ils n'avaient pas à faire les contrats, ils n'avaient pas à gérer après le personnel en lui-même. Ils avaient un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement chronophages et assez coûteux au final. Et donc, il s'enlevait, si vous voulez, on va dire cette partie pénible là-dessus. Oui, c'est un peu le prix de la paix, c'est ça? C'est un peu le prix de la paix, exactement, parce que derrière ça, forcément, c'est 20 à 30% plus cher. Alors, est-ce que ça peut représenter, mais c'est peut-être vous, Maxime, qui allez me répondre là-dessus, est-ce que ça peut représenter un vivier aussi pour vous recruter en direct derrière? Est-ce qu'il y a des gens recrutés par l'intermédiaire du prestataire qui restent chez vous derrière? Oui, quelquefois, mais bien souvent, ils veulent rester prestataires parce que l'hiver, après, ils ont aussi du travail, quoi, dans les vignes, chez d'autres producteurs. Oui, parce que la saison est longue chez vous, entre l'abricot et l'asperge. Hein. Oh, la saison dure 6 à 8 mois, entre D'accord. tout, voilà. Et du coup, après, je n'ai pas trop de travail pour ces 100 personnes, vous voyez. Oui. Voilà. Alors après le recrutement, l'autre difficulté, c'est l'accompagnement de tout ce personnel. On va retourner dans le Gard. On vous a posé la question de votre méthode, Maxime, en termes de management. Ce jour-là, il y avait un peu de Mistral, mais on l'entend un peu, mais votre message est très clair. C'est un reportage de la France agricole. Vous gardez quand même une certaine distance. Je reste le patron, mais je suis impliqué avec eux. J'essaie de travailler, de mettre les mains dans le cambouis, comme on dirait, et de m'impliquer, que le personnel se sente accompagné et qu'ils sentent que le patron est à leur côté. Voilà. J'ai appris d'abord, avant de leur transmettre, je suis passé par les étapes, peut-être très vite, mais j'ai quand même appris un certain nombre de choses pour leur expliquer. Je crois qu'il faut savoir rester les pieds sur terre et manager est un bien grand mot. Il faut être simple et voilà, il faut bien fidéliser le personnel, qui se sentent responsables, je dirais, beaucoup, et qui se sentent impliqués, c'est le bon terme, je pense, dans l'aventure, on va dire. Alors Maxime, manager c'est un bien grand mot, ça paraît simple avec vous, et dans le même temps ce que vous dites pas c'est que vous avez quand même mis en place un règlement intérieur. Alors pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Alors oui, on a mis un règlement en place parce que déjà le personnel le demande. Il faut qu'il y ait un cadre, je pense. Et par rapport aux normes aussi, de qualité, d'équipement aussi, tout ça. Et oui, on a mis en place un certain nombre de règles. Ça permet d'anticiper les conflits également peut-être? Oui, parce que bon, quand on fait travailler 30 personnes avec la chaleur, tout ça, sous un bâtiment, toute une saison, ça peut arriver qu'il y ait des conflits aussi, oui. Alors en termes de management aussi, ce que vous faites, c'est que vous tentez de les associer, tous ces salariés, au sort de l'entreprise, si on peut dire. Vous souhaitez plutôt mettre en place un jeu concours sur la station de conditionnement. Alors c'est quoi? Voilà, cette année, j'ai réfléchi à quelque chose et je vais proposer un jeu concours où le meilleur employé qui va avoir la meilleure idée, on va dire, pour déjà au niveau rentabilité et puis Conditions de travail aussi. Conditions de travail aussi pour eux. Et bien, on va élire le meilleur, à la fin de l'année, on va élire le meilleur
la meilleure idée et je veux leur offrir peut-être un chèque vacances ou voilà. Et pourquoi vous faites ça? Parce que les associer finalement au sort, comme on disait à l'instant, de l'entreprise, c'est quelque chose qui les motive. Vous avez senti ça? Oui, déjà ça va les impliquer aussi et ça va les faire participer encore plus et je veux dire, qui d'eux-mêmes vont voir le meilleur, la simplicité quoi. On voit pas tout nous quand on est dans une station de conditionnement et eux peut-être ont une idée qui est bonne et qui pourquoi pas ferait avancer tout le monde quoi. C'est leur donner l'occasion aussi peut-être de réinventer leur poste et de l'améliorer, donc c'est Voilà, peut-être voilà. une bonne chose. Alors, ça concourt aussi au management. On poursuit avec vous, Christophe, pour évaluer les salaires des uns et des autres. Comment on fait? Ça paraît simple dans une autre entreprise, mais sur une exploitation, on se pose davantage la question. Sur quoi on s'appuie pour évaluer un salaire? Alors, c'est effectivement parfois un peu plus complexe que dans certains types d'entreprises hors agricole. Pour autant, il y a les grands classiques. Il y a fort heureusement une convention collective. Alors il faut savoir qu'en plus elle est extrêmement détaillée. La convention collective, c'est celle du Gard, d'accord, qui est différente de celle des autres départements, etc., etc. Donc la convention collective propose un certain nombre de grilles de réflexion pour ces éléments-là. Ça, on va dire, c'est la base. Après, derrière, les chefs d'exploitation ont vraiment libre cours à leur imagination pour imaginer voilà, des compléments en fonction des tâches complémentaires qui peuvent être faites et adapter, on va dire, la convention collective. Mais la base, c'est quand même la convention. D'accord. Et derrière, il y a d'autres systèmes de rémunération, c'est-à-dire qu'il y a des primes qui peuvent être mises en place, de l'intéressement. Ça, vous le voyez dans la région, justement? C'est quand même assez rare, il faut le reconnaître. Pour autant, il y a eu effectivement les primes dites Macron là, qui ont été présentées là, par rapport aux événements de décembre. Donc ça, on a eu effectivement pas mal de primes dans ce sens-là qui ont été mises en place. D'accord. Donc il y a les chefs d'exploitation jouent le jeu sur cette mécanique-là. Et comme l'a dit très justement Maxime, ils cherchent à les rémunérer. Vraiment, il y a une mécanique gagnant-gagnant. Cette dynamique, alors chez eux, vaut aussi bien pour les salariés que pour leur apporteurs, j'ai envie de dire, parce qu'il faut qu'ils rémunèrent bien aussi leur apporteur. Donc il y a vraiment cette dynamique, mais c'est quelque chose que l'on retrouve assez souvent dans le monde agricole, d'une manière générale. Donc ils souhaitent que les gens soient bien. Voilà. L'idée du jeu concours, j'en terminerai avec ça, mais l'idée du jeu concours démontre aussi cette idée-là, c'est de dire qu'il y a de l'intelligence partout. Voilà. Et alors, mais ça se fait régulièrement, c'est-à-dire que vous voyez régulièrement, vous deux, sur les questions de recrutement, management ou pas? On se voit assez souvent. Pour autant, j'aime à dire que Maxime est très inventif sur ce sujet. Voilà. C'est lui le pilote. Hein, c'est lui le pilote. Ça. Alors Maxime, justement, c'est la dernière question. Mais avant de vous la poser, on va regarder un dessin réalisé par Gab de la France Agricole. Alors on le voit tout de suite, l'Agri Manager, ça peut faire peur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les mains dans le cambouis, mais vous faites aussi beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous avez le sentiment, Maxime, d'être toujours agriculteur? Oui, j'ai toujours le sentiment d'être agriculteur. Mais il faut être agriculteur maintenant, c'est assurer de la production à la commercialisation. Moi, je dis qu'il faut assurer toutes les chaînes, les étapes. Et oui, je me sens agriculteur. Oui, oui. Et Christophe, justement, vous pouvez conclure aussi là-dessus. Vous en aviez parlé. C'est bien que vous en avez parlé au départ, mais c'est bien d'aller voir derrière le mur. Hein. Exactement, exactement. Ce sont des chefs d'entreprise. Alors merci beaucoup Maxime Gervasoni et Christophe Tichadou d'être venus du Gard pour nous parler de vos expériences. Je rappelle qu'on retrouve dès la semaine prochaine votre témoignage, vidéo et article sur la France agricole employeur, www.lafranceagricole en un seul mot -employeur.fr. C'est le site consacré aux employeurs agricoles avec de l'actualité juridique, des conseils d'experts et des expériences comme celle de la famille Gervasoni. Bonne journée à tous.